Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous qui nous rejoignaient pour ce webinaire. Euh, Merci aux deux invités, donc Alice Dean qui est éditrice chez Bayard et, Bonjour. euh, et bonjour, hein, et Sarah Hamon qui est éditrice à la Cabane Bleue, qui interviendra un peu plus tard et que j'ai invité parce qu'elles ont édité deux très belles histoires vraies qui ont figuré cette année dans nos sélections pour le prix du livre Jeunesse écolo. Et je rappelle ce que vous avez dit au début, nous ménagerons un petit temps de questions-réponses, j'espère, à la fin, pour qu'on puisse continuer à échanger toutes les trois avec vous toutes et tous qui nous écoutez. Alors, je vais commencer par donner quelques grandes lignes sur notre prix, qui est connu, mais peut-être pas de tout le monde. Notre prix est thématique, il parle d'écologie, de nature, d'environnement et du vivant. Enfin, il ne parle pas, il réunit des livres qui parlent de ces sujets. Il se déroule sur l'année scolaire pour se caler avec le temps de nos jurés, de notre jeune public, qui a nos votants, qui ont entre 6 et 11 ans. Et il est placé sous le signe de la diversité, diversité des regards des jurés, puisqu'ils habitent un peu partout en France, aussi bien en Ariège qu'en Bretagne, ou donc dans je dirais, proche de la nature, ou à Paris, à Lyon, à Marseille, etc. Diversité aussi des livres que nous proposons dans nos sélections, puisque nous ne nous interdisons rien, des documentaires, des BD, des albums, des biographies, des romans graphiques, etc., avec une diversité des maisons d'édition, comme on le voit avec les deux invités, c'est-à-dire aussi bien des grandes maisons d'édition que des plus modestes, et même si on fait un effort particulier pour promouvoir justement les dites petites maisons d'édition, mais qui font un gros boulot. Et je terminerai en disant que nous avons deux sélections par an, deux sélections de 6 livres sur les parutions de l'année précédente. Et c'est ce qui nous permet, je dirais, au fil du temps, d'avoir un regard panoramique sur la production éditoriale, et parce que cela finit par faire pas mal de livres, beaucoup de livres sur nos thématiques. Et pour en arriver au sujet, au cœur du sujet, je commencerai par dire que écologie et environnement sont souvent rangés dans les sciences, dans les connaissances, que ça fait l'objet d'ailleurs de cours ou d'enseignements à l'école. Et c'est vrai qu'on a la publication de nombreux documentaires. D'ailleurs, peut-être qu'on peut passer, j'ai oublié de le dire, les, euh, les, les images des éditions, de l'édition, des sélections de l'année 2023. Voilà, si on peut avoir les deux sélections. Ça permettra, voilà, pendant que je parle, de les avoir. Et je disais donc que ça permet de constater qu'il y a beaucoup de documentaires, et par exemple, des maisons qui font vraiment beaucoup comme Actes Sud par exemple, qui publie beaucoup de documentaires. Mais il y a aussi beaucoup de livres de conseils pratiques, et peut-être qu'on peut passer la couverture suivante, voilà, de livres pratiques ou des livres, je dirais, de travaux pratiques, comment devenir un bon petit écolo. En voici un, Les enfants zéro déchet, un très très bon livre, un succès de librairie, un livre qui a été primé, qui a été notre lauréat 2017. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un sous-titre à ce bouquin, Les enfants zéro déchet, The Mission. Et je dirais que les enfants ne sont pas des adultes, ils ne décident pas de leur mode de vie. Et sans opposer documentaire et fiction, d'autant que les documentaires évoluent, qu'ils intègrent de plus en plus de récits, j'ai constaté en relisant nos sélections que les histoires étaient très appréciées des enfants. Et parmi ces récits, les histoires vraies, que ce soit les biographies ou des faits réels qui peuvent être fictionnés. Et c'est le cas du livre. On peut passer maintenant Les oiseaux électriques, voilà, du livre qui a été primé cette année, enfin un des deux livres, puisque nous avons deux sélections. Un livre publié chez Helium,
et dans lequel Kartikeyer a créé une fable à partir d'un fait divers. C'est-à-dire qu'elle part du fait que quelqu'un lui a envoyé un petit bout de journal de ce qui se passait dans un petit village du Tamil Nadu qui s'appelle Potakudi. Et dans ce petit village, les habitants ont décidé de rester 35 jours sans électricité pour laisser le temps aux oiseaux qui s'étaient installés dans un- un disjoncteur, on va dire, de couver leurs œufs et de laisser partir leurs petits. Et elle y a ajouté une suite qui, pour le coup, relève du conte, de la fable, où les oiseaux reviennent aider les villageois. Et on voit avec ce livre, bah, peut-être qu'on peut arrêter l'image, enfin voilà, que raconter des histoires, alors on verra la suivante après, raconter des histoires, c'est efficace pour faire réfléchir, faire comprendre, transmettre des idées, je dirais semer des graines, tout autant que le documentaire, et notamment à travers justement ces histoires vraies. Ça, c'est une histoire vraie. Et je crois que la question que nous nous posons beaucoup dans notre association, la question de la prise de conscience de la crise écologique, des évolutions du monde dans lequel on vit, relève d'une démarche, au fond, très intime, euh, très personnelle, et que par l'histoire vraie, celle qui parle à notre sensibilité, celle avec laquelle on peut cheminer sans forcément s'identifier, eh bien, elle est très importante. Et c'est ce chemin voilà, qu'on va prendre aujourd'hui. Celui qui compte, c'est de passer par la sensibilité des lecteurs. Pour y arriver, donc, il y avait effectivement, je le disais, une diversité de livres où le récit peut conduire à un questionnement, cette prise de conscience, ces histoires qui n'évoquent pas forcément, on le voit avec ces oiseaux électriques, le contexte dans lequel on vit, mais qui s'appuient sur la capacité à ressentir et donc à imaginer pour le lecteur. Et on va donc voir ce qu'il en est avec les deux autres livres. Donc tout d'abord, peut-être Alice Dean va présenter un autre livre qui faisait partie de notre sélection, qui est SOS Animaux. Et je lui laisse la parole. Merci Daniel et merci au salon de nous recevoir pour ce webinaire. Alors, moi je vais vous parler effectivement de la série SOS Animaux et là en particulier du tome 2 qui avait été sélectionné pour, le prix cette année. Le voyage des derniers chevaux sauvages, donc c'est un petit roman écrit par Emmanuel Grunman et illustré par Virginie Vidal qui s'adresse aux enfants à partir de 7 ans. Et c'est vrai que comme disait Daniel, on a pris le parti de trouver un angle, en fait, par lequel aborder le sujet de l'écologie et on a choisi de le faire par les animaux et en particulier par les espèces en voie de disparition. Donc cette série comporte plusieurs tomes et à chaque fois, on suit les 2 jeunes héros qui voyagent à travers le monde à la découverte d'espèces en voie de disparition. Et c'est un moyen aussi de découvrir un petit peu toutes les menaces, qui pèsent sur l'environnement, dans différentes régions du monde, qui sont des menaces différentes du coup. Et donc dans ce tome, on découvre une espèce, particulière qui sont les chevaux de Przewalski. Et c'est une histoire assez fascinante parce que les chevaux de Przewalski sont une espèce de chevaux qui avait disparu à l'état sauvage. Et ce qu'on raconte ici, c'est l'histoire d'une réintroduction réussie. C'était vraiment important pour nous et pour Emmanuel, c'est elle qui nous a proposé ce sujet, de montrer, des exemples positifs de sauvetage, de réintroduction, qui ont vraiment été des succès, des cas où on a, nous humains, vraiment réussi à, inverser la tendance et à réintroduire une espèce qui avait disparu ou presque disparu à l'état sauvage. Donc, on a choisi à chaque fois de vraiment axer les histoires sur l'aventure. C'est avant tout une aventure que vont vivre les petits héros et là, ils accompagnent en fait, un groupe de chevaux de France à la Mongolie car, il existe en fait une association en France basée dans les Cévennes qui s'appelle TAC qui, élèvent des chevaux de Przewalski dans le but de les réintroduire ensuite dans leur, environnement d'origine, en Mongolie. Oui, alors ce qui est vrai, ce n'est pas effectivement le fait que les enfants partent en Mongolie, etc., mais c'est l'histoire
de ses chevaux réintroduits. Donc, c'est comme ça Exactement, qu'on se greffe sur la réalité. Alors, peut-être qu'on exactement. peut passer à l'autre livre qui était dans notre sélection et qui a reçu, je crois, le prix du livre d'environnement. Mais enfin, Sarah, tu nous en diras plus. Donc, La bonne idée de Monsieur Johnson, que je te laisse présenter. Oui, oui, merci Daniel, merci tout le monde d'être là. Donc la bonne idée de Monsieur Johnson, là pour le coup, c'est un album donc, qui s'adresse aux plus petits par rapport à SOS Animaux en danger. On est plutôt sur du 4-7 ans, on va dire. Et Oui, c'était notre sélection pour les plus jeunes qui s'appelle Graines de lecteur, alors que l'autre s'appelle Lecteur en herbe pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin. donc la bonne idée de Monsieur Johnson, c'est un texte qui a été écrit par Pierre Gross, illustré par Rémi Saillard, donc le duo d'auteurs-illustrateurs qui travaillent ensemble depuis assez longtemps. Et en fait, Pierre Gross a eu l'idée de ce texte en découvrant dans un livre d'écologie qui est assez ancien, qui s'appelle Les dieux de l'écologie de René Dubos, qui est un des pionniers de l'écologie, qui a écrit dans les années 70. Et dans ce livre, René Dubos parle d'une initiative qui a eu lieu à New York dans les années 50-60, une initiative due à un monsieur qui s'appelle Herbert Johnson. Et donc, Herbert Johnson était responsable d'une décharge à New York qui était installée sur une baie, en fait, des anciens marais salants. Et cette décharge, un jour, Herbert Johnson décide de la transformer, vraiment d'éliminer les déchets en replantant par-dessus, en semant des nouvelles graines, des bulbes, tout un tas de plantes qui vont peu à peu métamorphoser et faire la décharge et faire en sorte que la nature reprend ses droits, donc à la fois avec la végétation et avec la végétation vont revenir nicher plus de 300 espèces d'oiseaux, 70 espèces de papillons, et puis des poissons aussi qui vont venir s'installer dans les mares qui ont été creusées par Herbert Johnson. Et donc, c'est en partant de cette histoire vraie d'Herbert Johnson que Pierre Gross a écrit sa fiction, parce que pour le coup, on reste dans la fiction quand même, hein, puisque c'est inspiré de l'histoire d'Herbert Johnson, ce n'est pas biographique intégralement. Et c'est voilà, une façon de montrer comment les petits gestes d'une personne vont pouvoir métamorphoser et faire du bien à la nature, on va dire. Et en effet, c'est un livre qui à la fois était dans la sélection du Felipe et en même temps a reçu le prix du livre environnement mention jeunesse de la Fondation Veolia cet été. Voilà. Et j'aime beaucoup le mot que tu as employé, qui est de dire en partant d'eux, parce que on va passer par le récit, donc le récit d'une histoire vraie, quoi, voilà, pour déclencher quelque chose, pour raconter, et aussi pour présenter ce que certains peuvent faire, certains vivants, les oiseaux peut-être, les humains certainement, les animaux parfois, sans que ce soit un modèle, sans que ce soit une injonction, parce que ça peut être le cas dans les livres qui parlent d'écologie et qui s'adressent aux enfants. Là, non, mais de façon très accessible, une façon très accessible d'apporter un sujet qui est quand même pas si simple. Et je dirais que dans ces livres-là, ces livres qui partent d'histoires vraies, tout l'éventail des thématiques écolo est abordé, ce qui met le monde en danger, la disparition des espèces. Par exemple, on peut passer la couverture de Je m'appelle Sudane des éditions Onfeuille, voilà, qui est paru, qui était dans notre sélection pour les plus jeunes justement cette année, où le jeu est d'ailleurs le jeu de ce rhinocéros, quoi, de cet animal. Donc je disais, toutes les thématiques et tous les formats d'ailleurs, la surconsommation aussi, la disparition des espèces, la pollution qu'elle soit lumineuse ou terrestre, ou la déforestation, on peut voir le roman graphique paru chez Kilowatt, qui est une maison d'édition qui fait un gros travail justement de ce côté-là. Bref, une sensibilisation qui prend une forme très originale et qui toujours s'adresse à notre sensibilité. C'est ça que je trouve très important. Et donc, je vais redonner la parole à Sarah pour qu'elle puisse plus largement nous dire comment vous vous adressez aux enfants, quel est votre projet éditorial à la cabane, et peut-être même, bon, on verra après, s'il y a d'autres questions, c'est déjà pas mal ça. Merci. Du coup, je vais partager mon écran pour vous montrer quelques visuels
de ce qu'on peut faire à la cabane bleue. Bah, voilà, vous verrez quelques visuels intérieurs de La bonne idée de Monsieur Johnson en même temps. Nous, la cabane bleue, c'est donc une maison d'édition qu'on a créée il y a bientôt 5 ans, justement dans l'objectif de sensibiliser les enfants à la protection de la planète. Mais on voulait pas le faire, ce que tu disais Daniel tout à l'heure, de façon injonctive, en disant aux enfants ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. On voulait vraiment pas du tout être dans cet état d'esprit-là. Nous, ce qu'on souhaitait faire, c'est plutôt amener les enfants à s'émerveiller face à la nature qui nous entoure. Et du coup, c'est passé par 2 biais. D'abord des documentaires, mais des documentaires qui ne sont pas des livres pratiques, qui sont plutôt des documentaires qui font découvrir les animaux, la planète, la nature, et en même temps et parfois des documentaires plus engagés en écologie, on va dire. Donc on s'interroge vraiment sur nos impacts, sur les impacts de nos gestes, mais d'un point de vue scientifique, en décryptant, en décomposant ces gestes, et pas en disant aux enfants il faut pas, etc. Ça, c'est pour la partie plutôt documentaire. Et pour la partie fiction, qui est une toute petite partie de notre catalogue, mais qui nous semblait hyper importante d'avoir, on s'est justement intéressé plutôt à des contes, des fables, des histoires qui nous racontent des façons de faire, qui amènent les enfants à s'interroger. C'est ce que tu disais, Daniel. Vraiment, nous, l'idée, c'est de faire réfléchir sans pour autant pointer du doigt, vraiment de laisser infuser des idées auprès des enfants, que ça les amène à s'interroger, à poser des questions à leurs parents, voilà, sans être moralisateur. On n'est vraiment pas dans cet état d'esprit-là. Par exemple, là, vous voyez, Il y avait une maison, c'est le tout premier titre de fiction qu'on a publié, donc de Philippe Nesman, qui est plutôt auteur de documentaires habituellement, et illustré par Camille Nicolazzi. Et là, c'est une fable sur la disparition de la biodiversité sur Terre, où en fait on présente plusieurs animaux qui vivent ensemble dans une même maison et qui vont petit à petit quitter la maison au fur et à mesure qu'il y a un des habitants qui se met à couper les branches de l'arbre où vit l'orang-outan, à monter le chauffage dans la maison, etc. Jusqu'à ce que l'homme se rende compte de ce qu'il est en train de faire et décide de faire machine arrière. Et évidemment, à aucun moment, enfin à la fin, on a un petit focus documentaire qui explique aux enfants à quoi correspondent dans la vraie vie les disparitions qui sont évoquées dans le livre, mais l'histoire se suffit à elle-même pour essayer d'infuser ces choses-là. Et sur l'Arbre-Lit, qui est donc notre troisième titre de fiction, on a trois fictions actuellement au catalogue, donc de Silène Edgar et Gilles Freluche. Là, on est plutôt dans le conte avec l'histoire d'une petite fille qui a dans son jardin un vieux poirier malade que son papa décide de couper. Et avec le bois de l'arbre, il va lui fabriquer un lit, un arbre-lit, donc, qui la nuit se met à lui raconter des histoires. Et en fait, un jour, l'arbre-lit lui explique qu'il est triste et qu'il ne veut plus raconter d'histoires parce qu'on l'a coupé sans le remplacer. Et la petite fille est tellement émue qu'elle pleure, et de ses larmes naît une branche qu'elle va décider d'aller planter dans le jardin. Et à son tour, elle se met à raconter au jeune arbre toutes les histoires que lui racontait l'arbre-lit, son ami. Donc voilà, on parle de cycle de la vie, on parle de transmission, mais sans jamais vraiment mettre ces mots-là dessus, et plutôt en laissant l'émerveillement prendre le pas à la découverte, voilà, et en laissant les enfants très, très libres de leur interprétation. Merci. Et peut-être qu'Alice, alors on peut te demander toi aussi la même question, enfin te poser la même question sur ton projet éditorial dans cette série autour de cette série dont on a vu déjà Oui. un exemple, un bouquin, quoi, voilà. Alors, est-ce qu'on peut passer du coup la slide avec les différents titres de... Voilà, parfait, merci. Donc cette série SOS Animaux, elle existe depuis 2022. Et effectivement, on a fait le choix d'aborder le sujet de l'écologie par la fiction dans cette série. Parce que, c'est un peu la même démarche en fait. C'est cette envie de pas être dans l'injonction, pas être dans la moralisation, de laisser rêver quand même les enfants qui sont, eux-mêmes de plus en plus sensibilisés en fait sur cette question de l'écologie. Pour nous, le rôle de la fiction, c'est avant tout de faire rêver, et donc ce qu'on voulait proposer en fait dans cette, collection, c'est des modèles et des histoires, positives, montrer aux enfants des horizons, leur donner un horizon positif et présenter des initiatives concrètes qui marchent dans le monde actuel.
Pour ça, on a fait appel à Emmanuelle Grundmann, qui est une autrice éthologue et primatologue au départ et qui a cette expérience concrète, en fait, auprès des animaux et de la préservation des espèces à travers ses travaux, mais aussi ses reportages. C'est pour ça que c'est vrai on part en général d'une histoire vraie ou en tout cas d'une expérience réellement vécue, autour de laquelle elle brode une fiction. Et donc dans chaque tome, on rencontre, les enfants, les 2 petits héros rencontrent une espèce en voie de disparition dans un pays, en particulier et ils vont être confrontés aux menaces qui pèsent sur, la nature de ce pays et sur l'espèce qu'on rencontre. Et afin d'incarner encore plus le sujet incarner encore plus l'aventure et faire appel aussi à cette sensibilité que les enfants peuvent avoir auprès des animaux, à chaque fois, les héros sont amenés à devoir venir en aide à un individu, animal en particulier. Par exemple, dans le tome 1, on parle des panthères des neiges au Kirghizistan et les enfants se retrouvent à devoir à participer au sauvetage de 2 bébés, panthères des neiges face à des braconniers. Donc le tome 2, Les chevaux de Przewalski, on se basait effectivement sur une réelle réintroduction qui a eu lieu. Le tome 3 était, assez particulier puisque, les orang-outans sont vraiment le sujet d'étude d'Emmanuelle Grundmann. Donc là, elle a truffé le roman de ses propres souvenirs, ce qui permet aussi d'incarner beaucoup plus, l'aventure et d'ajouter beaucoup d'émotions, qui vont, réveiller un petit peu cette sensibilité à la nature. Et donc dans ce tome, on suit un groupe de jeunes orang-outans prêts à être introduits dans la nature. Donc on va suivre aussi tout leur cheminement. Et le tome 4 qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira en janvier, parle d'une espèce un peu plus locale on va étudier les hérissons en France. Parce qu'il nous a semblé important, après avoir voyagé un petit peu aux 4 coins du monde, de montrer qu'il y a aussi des espèces locales près de chez nous qui sont aussi menacées. Et donc, les petits héros recueillent une petite, portée de bébés hérissons et là aussi, c'est une expérience réellement vécue par Emmanuelle. Donc, elle a pu, glisser plein de conseils aussi de que faire si tu trouves un petit hérisson au bord de la route qui a l'air abandonné, comment réagir, qui appeler. Donc c'est vraiment intéressant de travailler avec elle et elle nous propose d'ailleurs à la fin de chaque roman des pages documentaires qui permettent à la fin de revenir dans la réalité. Mais encore une fois, l'histoire reste une histoire et le but, c'est avant tout de faire voyager les lecteurs dans la fiction. Les pages documentaires peuvent être lues ou non, d'ailleurs. Et ce qu'on a essayé d'instaurer avec cette collection aussi, c'est des partenariats avec des associations de protection des animaux. Et pour chaque tome, on établit un partenariat avec une association locale, donc dans les différents pays, qui est dédiée à la protection de l'espèce concernée par le tome et surtout qui réalise des actions concrètes. L'idée, c'était que l'acte de lecture soit un petit peu engageant, que de faire participer un petit peu symboliquement les enfants, à ce processus et ça permet aussi de présenter l'association et de présenter leur travail, de montrer toutes ces choses, toutes ces choses merveilleuses qu'ils font, pour les animaux. Donc ça voilà, ça permet de les soutenir et de sensibiliser, les enfants aux initiatives qui existent pour ne pas non plus tomber que dans un portrait, un peu déprimant parfois quand on lit un petit peu les constats autour de certaines espèces. C'est bien de montrer aussi que, en fait, on peut s'en sortir aussi. Mmh. On peut agir, voilà, Mmh. mais justement sans qu'on ait l'injonction ou le côté moralisateur et c'est Oui, vrai que ces histoires vraies, enfin, je pense que, bon, bah, vous avez pu le montrer, elles sont très incitatives justement par le rêve et l'appel à l'imaginaire et avec un retour sur l'action, donc ça, c'est, je crois, très chouette. Bah, merci beaucoup pour toutes ces références. Alors on n'a pas fini, mais heu, moi je voudrais dire, avant de passer aux questions-réponses, heu, que je dispose, enfin nous disposons, sur notre site du Felipe, que vous pourrez, retrouver, nous disposons comment dire? D'un historique des sélections, heu, où justement on trouve, quantité de références, mais notamment des références qui ont à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, mais pas que.
Et si vous souhaitez d'ailleurs qu'on vous l'envoie, enfin, je ne sais pas si on a donné notre adresse mail, je la donne, c'est prix du livre jeunesse écolo, tout attaché et sans accent, @gmail.com. Et n'hésitez pas à nous solliciter au-delà de la rencontre d'aujourd'hui pour justement soit participer au prix, soit prolonger la réflexion sur cette question qui est vraiment passionnante. Alors, on n'a pas fini. Peut-être qu'on peut prendre des questions. Moi, je ne vois pas bien s'il y a des questions ou non. Peut-être que du côté Vous du... avez une question dans l'onglet Q et R, je peux vous la lire si vous Ah voulez. oui, merci, merci, oui. C'est comment faites-vous votre sélection pour les livres participant au prix? Est-ce vous qui choisissez parmi tous les livres sortis l'année précédente ou les éditeurs vous envoient-ils les livres susceptibles de correspondre à vos critères et vous choisissez parmi ces livres? Alors, j'allais dire les deux. Comme le prix existe depuis un certain nombre d'années et que certains éditeurs, éditrices surtout d'ailleurs, c'est un monde très féminin, nous connaissent, eh bien quand arrive une publication dont ils pensent ou elles pensent que ça peut nous intéresser, elles nous l'envoient. Et je peux vous dire que d'ores et déjà, pour le prix 2024, nous avons déjà reçu une soixantaine de bouquins. Mais ça ne suffit pas. Et chaque année, justement, pour nous, c'est un grand moment que d'aller au Salon du Livre et de la Presse de Montreuil. On y va à plusieurs et j'aime pas trop le mot, mais on ratisse vraiment, on fait vraiment une journée complète pour solliciter tous les éditeurs et leur demander s'ils ont des publications autour de écologie, nature et environnement. Donc ça, c'est la deuxième partie de la réponse. Oui, donc nous sollicitons les éditeurs quand nous en avons conscience qu'ils existent. Et je ne sais pas, je peux citer, la semaine dernière, j'ai été sollicitée par une jeune femme qui était stagiaire dans une maison d'édition, petite maison d'édition de Lyon, et qui faisait justement un répertoire de tous les prix auxquels elle pouvait envoyer des livres. Donc voilà, petit à petit, ça se construit comme ça. Et une fois que nous avons demandé les livres en service de presse ou reçu les livres en service de presse, nous nous réunissons. Cette année, c'est le 21 janvier. Une équipe, je dirais, qui peut changer chaque année, qui comprend bibliothécaires, éditeurs, enfin éditrices, instituteurs, institutrices ou professionnels de l'enseignement, on va dire, de la communication, ou voilà, journalistes intéressés par l'écologie, parce que c'est notre deuxième pied, nous, c'est vraiment, on ne quitte pas cette jambe-là. Bref, des gens enfin, des personnes différentes, là aussi en âge surtout, et en métier, en activité, mais tous passionnés justement par cette relation entre écologie et lecture et jeunesse. Et voilà, et chaque fois, ce sont des discussions passionnantes, parfois très longues, pour arriver à se mettre d'accord sur 2 sélections de 6 livres à chaque fois. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, alors on nous demande de remettre les livres sélectionnés pour le prix 2023. Je suis en train de le faire. Oui. Est-ce que vous savez la date limite pour l'envoi des livres pour le prix 2024? Eh bien, bien sûr, la date limite, eh bien, j'ai dit que on se réunissait le 21 janvier, donc il nous faut quand même un petit temps pour les lire, même si ce sont des livres pour enfants. Donc, on va dire fin décembre, voilà, puisque ce sont sur les parutions de l'année 2023 que nous allons travailler pour le prix 2024. Merci beaucoup. Une autre question vient d'apparaître. Les auteurs-illustrateurs peuvent-ils aussi proposer des livres? Bah, du moment que ce sont des livres bien sûr, qui sont parus, nos critères, c'est des livres qui tournent autour de écologie, nature, environnement, des livres parus l'année précédente, des livres imprimés en Europe, et on exclut les livres publiés en Chine,
des livres publiés qu'on peut trouver, pas des livres à compte d'auteur, hein, des livres justement qu'on pourrait intégrer dans nos sélections et faire lire par les enfants. Et j'ajoute à destination des auteurs, autrices ou illustrateurs, illustratrices qui nous écoutent, que nous faisons intervenir dans chacun des groupes d'enfants, c'est-à-dire des classes, mais aussi des centres d'animation ou des bibliothèques. Enfin, chaque fois qu'il y a un groupe constitué qui participe au prix, nous faisons intervenir un professionnel du livre et qui vient pour un atelier de création en écho au livre. Et je reviens à mon dada de tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance de la sensibilité, de s'approprier par la sensibilité le, ce qu'on a pu lire, j'allais dire le contenu du livre, mais c'est pas juste, enfin ce qu'on a perçu du livre et ce qu'on en retient et qu'on peut retraduire de manière artistique, que ce soit un texte de chanson, un poème, un dessin, etc., etc. Enfin, on a pas mille, mais on a beaucoup de multiples façons, accompagnées par justement ces professionnels. Et chaque année, c'est un vrai bonheur de voir que ça, voilà, il y a une espèce il y a une création qui continue, voilà. Merci beaucoup. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Si vous souhaitez poser d'autres questions, allez-y, c'est le moment. Et sinon, on vous laisse conclure tranquillement. Alors, moi, j'ai pas de questions à poser. Peut-être que les deux invités, vous avez envie de dire quelque chose. J'ai été assez vigilante sur la parole, alors je m'en excuse, mais si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le bon moment. Rien à ajouter de mon côté, juste vous remercier et merci Daniel d'avoir animé cette Voilà. rencontre. Et Sarah, est-ce que c'est bon? Bah oui, non, moi rien de plus. Après, Oui. enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi à passer sur le stand de la Cabane Bleue pendant le salon. C'est pas moi qui y serai, c'est Angela, mon associée, mais voilà, si ça vous Voilà, intéresse, elle on peut sera se là. donner rendez-vous pour celles et ceux qui le peuvent, justement, en vrai, pour le coup, au salon. Et moi, je terminerai en vous remerciant toutes les deux, en remerciant toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés, et le Salon du Livre qui organise ces webinaires. Et je trouve que c'est très précieux, surtout pour celles et ceux qui ne sont pas franciliens. C'est très chouette de pouvoir comme ça diffuser un peu plus largement. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à visiter notre site et à taper Felipe écologie, si vous voulez, sur Google. Et vous nous trouverez et vous trouverez un onglet jeunesse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci C'était un Daniel, échange merci. très riche et très intéressant. Son replay sera disponible pendant 4 semaines à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Voilà, on vous remercie et puis on a hâte de vous retrouver au Salon du Livre. Très Et bonne soirée à vous. bien sûr, au revoir. Mm. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.